Jean-José Mayotte, bonjour. 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 Vous êtes boulanger en Corse. J'ai entendu que vous faisiez votre pain avec amour. Donc, vous allez nous parler de tout ça dans cette émission. Parlez-moi de vous. Père et mère sont originaires des Baléares et mon père avait immigré en Algérie. Et quand il y a eu la fin de la présence de la France en Algérie, mon père est venu un peu en France avec ma mère et ma famille. Et donc après, on est rentré au Maroc. Et du coup, au Maroc, pareil, on est resté jusqu'en 1976. Donc j'ai vécu au Maghreb pendant presque 14 ans. Et à partir de là, je suis rentré en France. Mes parents sont rentrés en France. Et donc, quand je suis rentré en France, je suis rentré en Provence. Et c'est de là que j'ai rencontré ma femme, alors, que, pareil, son père travaillait de Corse, et donc était allé en Provence. Il continue des études après sur Grenoble jusqu'à les études jusqu'à 27 ans, 28 ans pour ma thèse. Après, je suis resté travailler, j'ai fait de l'informatique sur Grenoble. Et au bout d'un moment, j'avais des petites expériences qui font que je m'étais dit, avant de faire ma thèse, que si un jour je me levais et que ça allait pas, que j'avais pas envie d'aller au boulot, c'est qu'il fallait que j'arrête le boulot. Et à partir de ce moment-là, je vais voir un copain qui était prof à l'époque à Alès en mathématiques et en fait, il enseignait par passion, donc comme tu disais tout à l'heure, par amour. Et en fait, on avait travaillé ensemble avec le cœur. À l'époque, on faisait de l'informatique avec le cœur. Il a arrêté, il s'est mis à faire du pain au levain. Quand vous dites et travailler avec le cœur, qu'est-ce que vous voulez dire? Une conscience et il y avait toujours quelque chose de posé. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas. Le mental est très explosif, on va dire. Hein, quand quelqu'un a tendance à vouloir imposer des idées et tout ça, alors qu'avec le cœur, rien ne s'impose. Tout se pose en fait. Il y a une autre attitude, une autre posture. Et il était resté, quoi, il portait ça en lui déjà. Hein. Et donc nous, on se voyait de temps en temps. Et donc je l'ai retrouvé, il faisait du pain. Et dès que je passais une journée avec lui et tout ça à faire du pain, et ça m'a plu. Dès qu'on touchait, dès que je touchais, ça réactivait tout un tas de choses en moi qui me manquaient. Je sentais un besoin. Donc, Et quand vous dites dès que je vous touchais la pâte, exact, oui. qu'est-ce que ça réactivait? Justement, la chose, comme de base, j'ai fait de l'informatique, toute la tête, elle travaille à fond. Et son corps, je vois, le mental travaille très fort encore. Et petit à petit, l'équilibre, on va dire tête-cœur ou acte tête-cœur, on va dire toute la globalité de l'être humain commence à retrouver une certaine harmonie. Voilà. Donc il y a moins de tension parce qu'avant, quand je faisais de l'informatique tout le temps, j'avais besoin, entre midi et deux, régulièrement 2 à 3 fois par semaine, à aller faire du sport et je m'explosais. J'avais besoin de me dépenser. Il pleuvait, qu'il neigeait, il y avait le cagnard, la canicule, le soleil à fond, etc. J'allais jouer au rugby, au touch rugby. Je faisais du touch rugby. Maintenant, je ne peux plus en faire. Je suis triste pour ça, mais à part ça, c'est super. Voilà. Et donc, j'ai besoin d'équilibrer par une hyperactivité physique, une hyperactivité mentale. Toi. Et du coup, là, maintenant, il y a moins d'hyperactivité mentale. Et petit à petit, ça se régule, ça s'apaise un petit peu. On n'arrête pas une centrifugeuse comme le mental instantanément. Il faut un certain temps. Voilà, ça, c'est mon expérience. Hein. Et comment tu expliques que ça vient par le toucher, ça vient par les mains? Ça commence comment? Les premières perceptions que tu as eues à ce niveau-là? Euh, En fait, j'aimais faire à manger, mais dans le manger, on ne touche pas trop, on coupe les légumes, tout ça, on travaille, etc. Mais là, le fait de toucher la table, de la travailler et on va dire, on ressent qu'il y a quelque chose qui se transforme. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et après, tout le travail, quand on travaille au pétrin à la main, parce que je travaille beaucoup à la main dans des pétrins en châtaignier, hein, que j'ai fait faire par des amis d'ailleurs, ébénistes. Euh, donc, quand on travaille la pâte, eh ben, il faut lui donner l'attention, mais juste ce qu'il faut. Parce que la pâte se transforme par le levain, il y a un processus alchimique, on va dire, naturel. D'accord. Il y a une fermentation alcoolique avec des enzymes et des bactéries, donc une lactofermentation, qui travaillent. Il y a une collaboration qui se fait pour transformer le grain de blé à la base à un processus de transformation pour passer de la graine ça devient une semence dans l'eau,
et ça pousse, ça fait des racines et une tige. D'accord? Et ça s'ancre dans la matière, dans la terre, et ça va vers la lumière, vers le soleil. Tu récoltes les semences toi-même. Et non, parce que j'ai pris des accords avec des gens sur la Corse, un magasin qui s'appelle La Roulotte, un magasin bio. Et donc avec eux, on avait décidé, et on a dit non, tu ne vas pas attendre d'avoir le blé sur place pour commencer la boulangerie. Commence avec des semences de qualité, tout ça, des semences paysannes qui viennent du continent, et commence à travailler. Et qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour faire un bon pain? De l'eau, de la farine et un peu de sel. Avec ça, on fait un pain. Alors le sel sert, on va dire, c'est un exhausteur des goûts d'un côté, d'accord, et surtout on va dire, ça va ralentir la fermentation. Ça va apaiser, ça va calmer la fermentation. Quand tu fais par exemple un pain sans sel et un pain avec sel, qui commence le mélange au même moment, ben, le pain sans sel va être prêt 2-3 heures avant presque. C'est impressionnant la vitesse où ça part quand il n'y a pas le sel qui régularise, qui temporise. On utilise donc les blés justement qu'on va utiliser moi j'utilise que des blés de semences paysannes, donc de semences qui se ressèment toutes seules, donc elles ne sont pas stériles. Quand on utilise souvent des blés hybrides, on doit racheter chaque année, chaque fois, le paysan doit racheter les blés parce qu'ils sont stériles. Ils ne peuvent plus être ressemés, ils dégénèrent. D'accord? Et donc, ça paraît logique, hein, pour nourrir le vivant, on le nourrit avec du vivant. Voilà, voilà pourquoi j'ai décidé de faire du pain vivant, du pain biologique. Comment sont faits les pains que l'on achète dans des boulangeries traditionnelles ou dans les grandes surfaces? Et quelle est la différence avec le pain que tu fais toi? est fait exclusivement en levain. Alors, c'est quoi une levure? Une levure, c'est une partie de la lactofermentation, comme je disais tout à l'heure. Dans la lactofermentation, il y a des levures, des enzymes et des bactéries. C'est tout ça, la lactofermentation. Et dedans, il y a une partie qui est typiquement, c'est les levures qui se nourrissent de sucre, d'accord? Et, et du coup, ça engendre des gaz. C'est ça qui va faire les bulles, qui va faire gonfler le pain. Mais il y a en parallèle toute la partie enzymatique et bactérique. Les enzymes vont découper les acides aminés qui sont enroulés au départ et ils se déroulent dans la graine. Et après, les enzymes et les bactéries viennent découper pour recréer la tige. Ce qui fait que quand on a un pain qui est que avec des levures, le processus enzymatique bactérien n'est pas stimulé. Donc, il n'y a que les sucres qui sont transformés. C'est une partie. Mais les acides aminés ne sont pas transformés. Donc, on a l'apparition des problèmes liés à ce qu'on appelle le gluten. Ça, c'est la technologie basée, c'est le process basé sur la levure, sur le process industriel, où on met de la levure, on met dans des chambres froides et tout est géré, tout est contrôlé. Pour moi, c'est très mental en fait. En fait, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai préféré travailler comme on travaillait dans la tradition, la vraie tradition. On parle de baguette tradition, ça c'est pas la tradition, ça c'est la baguette industrielle. Ils ont mis ça juste pour redorer les mots, hein, pour redorer le produit. Ouais. Un vrai pain traditionnel au levain, aux farines seulement, point barre. On fait du levain. Et ben, naturellement, on aura la transformation par les levures qui collaborent avec les bactéries et les enzymes. Il y aura le gaz qu'il faut. Donc les sucres vont être transformés, donc ils vont certains trucs qui ne sont pas très digestes, etc., dans le blé ou dans le blé complet, dans les écorces ou dans ce qu'il y a autour du blé, on m'appelle plus dans l'écorce du blé. Ça m'échappe. Va être prédigéré et va se transformer en sucre, donc c'est parfait. D'accord? Et oui, l'acide phytique est transformé en phytase, donc parfait, grâce aux levures. Et en parallèle, les bactéries et les enzymes vont transformer les acides aminés, les protéines, parce que c'est leur nourriture. Il y a plusieurs produits, chacun a une nourriture différente, et nous, on a sélectionné que les levures. Du coup, on a tout un dérèglement du process, du fonctionnement. Du coup, l'aliment n'est pas aussi digeste, et d'ailleurs crée des inflammations, crée des ballonnements. L'autre fois, j'ai eu l'expérience d'une mamie, c'est un docteur qui m'a signalé ça, hein, sur certaines.
il me disait, ben, ça faisait 20 ans que la madame avait des problèmes digestifs. Au bout de 15 jours qu'elle mange mon pain au levain, plus rien. Donc, pour te montrer juste que le fait que on mange ce levain, donc, qui est un probiotique, on va dire, le professeur Henri Joyeux, très connu, cancérologue, il explique que le levain naturel est le meilleur probiotique qui existe. Parce que c'est vraiment un travail de transformation tranquille de l'eau et de la farine. Ce n'est pas des levures ou des bactéries ou des enzymes qui sont clonées dans un laboratoire. C'est fait avec le temps, à un moment donné, donc dans le temps, tout le temps. Et voilà, donc d'où l'aspect probiotique de qualité, parce que pas cloné, pas développé de manière spécifique, pas hors sol. Comment savoir si c'est un pain qui va nous donner tous les bienfaits comme tu fais? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, dans d'autres pays qui travaillent comme toi, ou tu es le seul là-bas en Corse et malheureusement, on ne sait pas se fournir chez nous? En Corse, c'est vrai que je suis le seul à travailler exclusivement au levain, à température ambiante, d'accord, et surtout sans utilisation on appelle ça, sans utilisation de chambre froide, de machine pour gérer la pousse. Normalement, quand le pain lève, etc., ou qu'il pousse, on appelle ça, il se détend, d'accord, on peut le faire dans des machines qui gèrent la température, l'humidité, etc. Je ne contrôle rien de ça. C'est-à-dire que j'intègre les informations du fournil, de la saison, à l'instant présent, et de là, je fais du pain. D'où mon pain n'est jamais pareil, okay, mais il se ressemble, il a une certaine, voilà, on va dire c'est moi qui le fais, donc il me ressemble un petit peu, quelque part. C'est moi qui lui donne ma signature. Et c'est vrai que tous les ingrédients sont à température ambiante. Et sur le continent ou ailleurs, il y a plein de paysans boulangers. À ce moment-là, eux, ils font leur semence, ils, ils la récoltent, ils mouent leur farine eux-mêmes et ils font leur pain. Il y en a plein. Et ils vendent au marché ou dans des villes. Et donc moi, j'ai juste fait que reprendre leur manière de travailler, mais comme je n'ai pas, moi, les terres pour faire le blé, ben, j'achète les farines toutes faites. Cette notion d'amour dont tu parlais au début, tu dis c'est juste un tout petit instant où tu dois transmettre quelque chose dans le pain. Tu peux nous en parler, comment tu travailles? Ben, pas évident hein, de parler. Parce que pour moi, maintenant, ça fait 5 ans que je me suis installé, que je fais le pain de cette manière-là. Et je m'en rends même plus compte. Ça fait partie c'est ma vie quotidienne. Ça fait partie de ma manière d'être. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ben, l'idée, c'est que ben, de base, tu m'arraches les verres du nez, là. Comment dire? Ben, de base, j'essaye presque à chaque fois que je vois la farine, en fait, je vois cette semence qui est en train de pousser, qui va vers la lumière, vers le soleil, qui pousse, tu vois, cette tige. Donc déjà, quelque part, il y a cette rectitude de la vie qui veut aller vers la lumière. Et c'est ça, en fait, cette posture-là, qui fait que moi, je dois rester. Je ne suis pas quelqu'un d'horizontalisé, je ne marche pas à quatre pattes, je marche droit. Et donc, toute ma difficulté, elle est là, c'est d'intégrer cette force de rectitude, cette force de vie qui est dans tout ce que je touche à ce moment-là, donc dans le blé, dans toutes les farines que je touche à ce moment-là. J'ai intégré de l'eau, et l'eau, justement, est un élément assez horizontal, quelque part, qui se répand partout où ça peut, d'accord, ça coule de source. Et après, il y a ce passage au feu. Et donc, il y a ce mélange entre quelque chose qui maintient une énergie qui a une certaine verticalité, quelque chose qui est de l'ordre de l'horizontalité avec l'eau. Et de tout ça, on doit créer une structure qui va, comme la tige, qui a les pieds dans la terre, les racines dans la terre grâce à l'eau, permet, on va dire, d'aller vers la lumière, vers le soleil. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça la posture pour moi qui est intéressante et c'est ça qui me fait, en fait, quelque part, un peu chanter, mais vibrer, qui m'anime. Comment ça se passe avec les gens quand ils viennent dans ta boulangerie? Est-ce que tu as l'impression qu'ils ressentent cet amour que tu as mis dans le pain ou est-ce qu'ils te parlent d'un ressenti qu'ils ont en mangeant ton pain? Ben, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Chaque être humain est différent. On est tous dans des états, dans des phases de vie un peu différentes. Et donc, il y en a pour qui, on va dire, c'est évident. Euh,
j'ai eu un coup de téléphone aujourd'hui de quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'ai pris du pain hier, parce que j'ai fait du pain mardi, donc hier, on est mercredi, et ben, il y en a plus. Il était trop bon. Et donc, du coup, est-ce que je peux en reprendre pour jeudi? Bah oui. Tu me le livres? Ben non, non, je livre que le mardi, sauf qu'on prie à nous, pas aujourd'hui. Ah, pas de... Bon, ben je passe alors. Donc, elle va passer prendre le pain. Et pour elle, elle me dit, mais je peux plus manger de pain que j'achète en boulangerie normale, c'est plus possible. Ça n'a pas de goût, c'est fade. Tu vois, donc, ça dépend de la conscience de chacun, je pense. Chacun, on a besoin d'un certain type de nourriture, d'une nourriture qui va être de plus en plus fine, subtile. Voilà. Et ceux-là, donc, vont apprécier ce genre de pain. Il y a des personnes, une personne donc, qui avait mal au ventre, elle mange mon pain, ça va mieux. Donc, elle va en parler à quelqu'un d'autre qui a mal au ventre. Eh ben, l'autre va prendre le pain, mais bon, ben, elle va arrêter, elle va pas continuer à prendre ce pain, ça ne lui convient pas. Donc, en fonction de, je sais pas moi, c'est comme si pour traverser une rivière, on a besoin d'une petite barque toute bête, mais bon, pour traverser la Méditerranée, il faut un peu des voiles ou un bon moteur et beaucoup d'essence, tu vois. On a besoin d'outils adaptés. Et la nourriture, c'est un peu comme un outil, ça fait partie de ce qu'on emmène dans le sac à dos pour avancer, tu vois. Donc, on va dire que tout le monde n'a pas besoin de la même nourriture, tout le monde n'a pas besoin d'une. Il y en a qui vont avoir besoin d'un pain très complet, très riche, de seigle, par exemple, un truc comme ça, et d'autres des pains beaucoup plus légers, pain campagne, ou un pain en camute, ou un petit épeautre, tu vois, plus léger. Donc voilà, ça dépend. C'est pas évident de. En fait, je fais pas un pain universel, je fais un pain qui correspond à ce que je suis, avec ma conscience, et chaque personne va prendre ce qu'elle a besoin. Il y a même des gens qui auront besoin peut-être de prendre ce genre de pain pendant un moment, et après, ça ne correspond plus à leurs besoins. Ouais, ça me dérange pas. Et toi, je peux te demander comment alors toi tu mets tout cet amour que tu mets dans ton pain dans ta vie. Bah, peut-on faire autrement d'être? En fait, c'est être. L'amour, c'est quoi? C'est être. C'est avoir, c'est posséder, c'est la possession, on va dire, pas les apparences, mais c'est le contenant. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on y met dedans, c'est le contenu. Donc l'avoir, hein, l'argent, certaines choses, une maison, c'est important pour se protéger de l'extérieur, pour avoir un foyer. Mais c'est le feu qu'on met dans le foyer qui est important. C'est l'intention qu'on met dans notre relation. Donc voilà. C'est pour ça que quand je rentre dans le fournil, c'est comme si, euh, c'est un peu gros, mais pourquoi pas, c'est comme si je rentre dans un temple, dans une mosquée. J'enlève mes sabots, j'enlève mes gros sabots de l'extérieur et je mets des chaussures adaptées à l'intérieur pour travailler à l'intérieur, tu vois. Donc c'est un peu la relation qu'on a avec son temple intérieur. Tu vois. Je le vois un peu comme ça. Et donc, c'est vrai que du coup, il y a une posture, et du coup, je me mets un peu en veille. Donc, par exemple, le mardi où je travaille à partir de 4 heures du matin, c'est vrai que je travaille seul au départ, je mélange tout ça, je suis au ralenti, tranquille. Et après, je sais que ma femme me rejoint vers 8 heures du matin, tout ça, pour m'aider à finir les viennoiseries, des trucs comme ça, commencer à mettre au four les viennoiseries, tout ça, hein, à badigeonner, à faire des finitions pour avancer. Et ben là, déjà, bon, ben, quand je l'accueille, ben, c'est important de l'accueillir, de lui faire le bisou. Des fois, elle le sent. Hein. Si je suis un peu tendu ou quoi que ce soit, elle sent que je suis tendu à ce moment-là. Donc, elle me dit deux mots, hop, on fait un petit point, tout ça, on en parle. Voilà. Donc, tu vois, il y a cette posture qui est importante, donc, d'avoir le pain va se développer dans un milieu le plus paisible possible, le moins, on va dire, mécanisé possible, le moins séquencé possible, tu vois, le plus calme. Voilà. Et ça, c'est ça qui va, qui va être stocké quelque part, c'est une information qui est mise dans le pain quelque part. Voilà. Donc, chaque fois qu'un artiste, on peut dire que c'est de l'art, chaque fois qu'un artiste transforme quelque chose, il met une partie de son état émotionnel du moment, son état de conscience du moment. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Mhm. Et si tu avais un conseil à donner à des gens qui veulent faire leur pain chez eux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, c'est facile, c'est facile, parce que oui. Comment faire? Ben, en fait, on peut commencer en utilisant des levains tout préparés qu'on achète dans des magasins bio ou autres. Mais le problème, c'est que dans ces levains tout préparés,
pour avoir un résultat rapide, facile pour n'importe qui, monsieur tout le monde ne se loupe pas, ils mettent un peu de levure. Donc ça veut dire que d'entrée, ils vont mettre de la levure. Donc il faut éviter d'utiliser ces produits-là. Donc, ils auront un résultat facile, mais la levure va s'installer petit à petit, elle va se dupliquer, elle va se... En fait, on retrouve la levure dans l'air après. C'est pour ça que quand Nature et Progrès, on disait ben, je vais faire une boulangerie bio, on demandait est-ce que vous allez utiliser de la levure? Ah, vous utilisez la levure, ben, c'est plus bio, c'est plus vivant, parce que la levure va déséquilibrer le process. Et du coup, même si tu fais toi un levain que de l'eau et de la farine, comme dans l'air, il y a des levures, hop, elles vont intégrer petit à petit le levain, elles vont lui donner une autre qualité. Voilà. D'où l'importance de ne pas avoir de levure du tout dans le fournil. D'où l'idée, c'est tant qu'à faire partir, même si on a eu par le passé, c'est pas grave, on fait abstraction, et de travailler de base aux farines. Et il y a des gens qui l'expliquent très bien. Donc, on met de la farine et tous les jours, on va le nourrir. Donc, on enlève une partie du mélange à chaque fois, mais petit à petit, ça va fermenter. Et de là, on va obtenir un levain au bout de 15, 21 jours en fonction de la température. Et à partir de là, on peut utiliser un four normal. Il suffit pour ça d'avoir une bonne cocotte ou un tagine. Hein. Vous voyez, tu vois, une sorte de tagine, un plat en terre, un truc comme ça fermé. Et on met le pain dedans et on le met au four. Et en fait, du coup, on n'a même pas besoin d'humidifier parce que souvent, quand on fait un pain au four, il est terne, il est sec, il est grillé en surface. Et ça, c'est pas génial. Voilà. Donc, c'est mieux d'avoir un, un plat, on va dire, fermé, comme un tagine ou un plat en terre. Voilà, c'est plus simple. Sinon, il faut mettre de l'eau. C'est compliqué à mettre de l'eau dans le four. Il y a de la vapeur. C'est l'effet vapeur qui va faire que ça va rester doré. Est-ce que tu fais de la géométrie sacrée? D'ailleurs, peut-être expliquer un peu ce que c'est que la géométrie sacrée, comment tu l'as découverte et si tu l'utilises dans ta fabrication de pain. Ce qui m'a touché dans la géométrie sacrée, c'est les travaux de Pythagore. Et un jour, un collègue, quand j'étais en pause un petit peu, pendant ces 3 ans de repos là, il me dit bah, écoute, il y a une conférence sur la géométrie sacrée qui est géniale en Espagne. J'ai vu des trucs, c'était superbe. Et il faudrait quelqu'un pour aider à traduire. Ce serait bien, parce que toi, tu parles espagnol. Et ben oui. Et donc, je me suis plongé dessus. J'ai fait la traduction à partir du diaporama de la personne qui l'avait réalisé. Le monsieur s'appelle Jesus Saton. Voilà. Et du coup, j'ai récupéré le bouquin parce que on a fait d'abord la conférence, la présentation, tout ça, le diaporama, et après, il a fallu attaquer la traduction du livre. J'ai participé à une partie de la traduction, mais excellent. Et dans cette traduction, pendant que tu le fais, etc., à la fin, quand ça a été validé, la présentation, le mec, c'est sous sa tonne, me dit tiens, ben, on cherche un traducteur en direct pendant la conférence. Ça te dit pourquoi pas? J'avais jamais fait ça. Mais en fait, ça s'est super bien passé. Parce que comme tu es plongé dedans dans le thème, parce que c'est un thème spécial, hein, et ben à force, j'étais complètement dedans. Et en fait, même si au départ, j'étais presque un culte dans ce domaine, c'était vraiment génial. Et ce qui m'a touché, qui m'a vraiment enflammé, c'est entre autres ce symbole. Donc, tu la vois bien. Attends, est-ce qu'on la voit bien? Oui, La fleur de vie. la fleur de vie, oui. On en retrouve sous des verres ou sur des plats. Voilà. En fait, ça dynamise, on va dire, ça réinforme. On parlait de vivant tout à l'heure, je ne sais pas de vivant, mais ça réinforme la notion de vivant. Voilà, c'est la clé de comment le vivant se transforme dans cette incarnation dans la matière. Et il y avait un autre aspect que je trouve très intéressant dans le livre, dans la présentation, c'était le tétractys. Comme un triangle, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 qui correspond au 1 qui est monté d'une octave. Les octaves, c'est Pythagore. Donc il avait une vision pour lui. Il n'y avait pas de démarche spirituelle s'il n'y avait pas une conscience raisonnable, on va dire. D'où il fallait, grâce aux mathématiques, il ouvrait, on va dire, la matière, le monde naturel, il ouvrait pour montrer la dimension spirituelle de la matière. C'est le spirituel qui permet à la matière de se développer, de A à Z. C'est ça qui est intéressant dans les travaux de Pythagore. C'est comme ça que je l'ai intégré dans la géométrie sacrée. Tout ce qui est manifestation dans la matière provient de la lumière, même l'ombre, qui est une conséquence. Voilà, j'utilise les ombres. Voilà, on voit bien que derrière, il y a une ombre en fonction de l'objet. Hop.
Voilà, je fais de l'ombre sur mon doigt. Tu vois. On voit bien que c'est quelque chose qui empêche la lumière de circuler, c'est tout. L'ombre, les ténèbres n'existent pas en tant que telles. Voilà. Juste dans la création, il y a des jeux de lumière. Voilà, c'est Tu réinformes ton eau pour ton pain tout à fait. avec la Alors, géométrie sacrée? oui, oui. Directement ou indirectement, oui, je le fais. C'est-à-dire que euh, euh, l'eau, c'est pour ça que je travaille à température ambiante, c'est-à-dire que je recrée l'eau de la mer. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'eau et du sel dans la farine pour mélanger, je mets de l'eau dans des seaux, d'accord. Dedans, euh, je mets la quantité de sel qu'il faut pour 10 litres d'eau, parce que c'est des seaux de 10 litres, ouais, je crois. Et à ce moment-là, je crée un vortex. Donc, je réinforme, je redynamise, on va dire, l'eau. Voilà, on utilise de l'eau de mer. Et cette eau de mer, à la base, quand j'avais commencé à faire le pain, j'avais commencé à le faire avec le taux de salinité qui était à l'origine de la naissance des bactéries. Et le problème, c'est que si on fait un pain avec ce taux de sel-là, c'est parfait pour les bactéries, elles adorent, elles se régalent, tout se développe bien, mais il n'est pas assez salé pour toi, moi, nous, actuellement. Dans le temps qu'on vit, c'est pas assez salé. Pour ceux qui ont l'habitude de manger salé, puisqu'on mange très salé actuellement. Et donc, voilà, ça pose problème. Donc, du coup, quand j'ai fait goûter ça aux premiers testeurs, quand je faisais mes pains, à la famille, tout ça, aux amis, ben, ils m'ont dit non, c'est pas assez salé, ça va pas, il y a un problème. En fait, j'ai dû augmenter un petit peu, un petit peu, un petit peu, jusqu'à trouver, c'est beaucoup moins salé que ce qu'on fait d'habitude hein, dans le commerce, mais c'est très peu salé. Voilà. Et du coup, c'est adapté aux bactéries. Donc, c'est dans ce sens-là, en faisant ce vortex et en laissant après reposer toute la nuit, quoi, au moins 8 heures, voilà, j'utilise une partie, on va dire, de la géométrie sacrée. Une autre manière de l'utiliser, c'est que tu disais, on met des fleurs de vie un peu sous les verres, sous un brouhaha et tout comme ça. Voilà. Donc, effectivement, à chaque fois que je pèse toutes les pesées, sous les pesées, j'ai un tapis avec la fleur de vie qui est dessinée dessus. Avec toutes ces pratiques au quotidien, avec ton pain et avec tout cet amour que tu mets en le faisant, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme message? Message, ouais, je vais essayer. C'est surtout un partage. Ce que j'essaye de partager, c'est que ça me permet d'être dans une joie. La joie, justement, permet le partage. La joie, c'est rayonnant. Dans ce sens-là, c'est un partage, la joie. Et donc, je trouve que c'est une énergie, euh, du coup, qui ne coûte pas beaucoup. Parce que c'est comme, tu connais l'histoire des choux doudous et les froids qui piquent? Les choux doudous? Choux doudous et les froids qui piquent. Non, Non, je connais pas. c'est une histoire qui a été écrite pour les enfants. Et c'est les choux doudous. Et donc, c'est une sorte de petite peluche, petit animal, tout doux, etc., tout chaud et tout. Et en fait, on le donne aux autres. Et quand on le donne, ben, hop, il y en a qui arrivent, ça se partage. Hop, il y en a en plus. Et donc, c'est la magie. Et en fait, il y en avait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je simplifie l'histoire. Et à la fin, quelqu'un dit, voilà, et quelqu'un dit, non, non, c'est une sorcière. Il fait l'inverse, elle dit, c'est le froid qui pique. Mais tu l'achètes. Et petit à petit, elle récupère tous les chauds doudous, tout ça, elle les met de côté, et les gens n'ont plus de chauds doudous. Ils ne savent plus que partager, le fait de partager engendre cette joie, cette énergie. Et donc, on se retrouve avec le froid pipi. Et après, deux petits-enfants osent, à un moment donné, repartager. Il y en a un il y a le dernier, tu vois, et un jour, il repartage, et hop, ça repart. Et le monde est re-envahi de chauds doudous. Il y a une histoire comme ça, il faudrait la retrouver, hein, elle est sympa. Mais voilà, donc c'est un peu ça, c'est le seul truc que j'ai à partager, c'est que en osant faire ce qui a quelque chose qui, en fait, qui est en moi, qui est au plus profond de moi, mais qui est au plus profond de chacun. Chacun a ses petites passions, a ses petites choses qui nous animent. En retrouvant l'animation fondamentale qui est au cœur de chacun, c'est vrai que ça permet de libérer quelque part nos énergies. Et du coup, quand on partage avec les autres, ben, les autres disent, sont quelque part dynamisés parce que tu as osé. Tu vois, ça fait un effet boule de neige petit à petit. Mais c'est un film, c'est rien du tout. Hein, mais oui, ça marche. Mhm. J'ai osé. C'est Mais osé. voilà, j'ai osé. Je m'appelle Jean-José d'ailleurs. Hein, je n'ai pas fait exprès. Hein.
Tu as dit très juste, en fait, c'est une nourriture qu'on partage. En fait, en faisant du pain, c'est qu'un prétexte. C'est la nourriture qu'on partage qui est importante. Et la nourriture, c'est cette énergie qui circule. C'est ça la nourriture qu'on partage. On ne se rend pas compte à quel point sur les plans invisibles, c'est ça que c'est le boulot que tu fais est fantastique, je trouve ça très bien. Moi, je ne suis pas trop un communicant, mais c'est comme ça que ça passe. Il faut trouver chacun sa juste posture et ça rayonne naturellement. Et la nourriture, il y en a qui en ont besoin, ils la prennent, c'est bon. Il y en a qui la prennent, ils voient que ça ne correspond pas, ils la reposent, aucun problème. Tu as une source qui sort de chez toi, elle sort. Et ben, si tu as peur, tu la bouches quand tu n'es pas là pour pas que les autres en profitent, et ben, l'eau va aller ailleurs. Est-ce que tu comprends ça? Ouais. C'est une clé, ça. Une fois qu'on a compris ça, on ne met plus de couvercle sur la source. La source, elle sort tout le temps. Et on reprend l'analogie dans les textes sacrés, c'est que le soleil, la pluie, c'est sur tout le monde. Je ne dis pas, toi, tu as le soleil, toi, tu as la pluie. Ça n'existe pas, ça. Quand on fait le soleil ou la pluie, c'est pour tout le monde. Et ben nous, on doit fonctionner petit à petit sur le même schéma. C'est pour montrer l'octave, le saut quantique qu'on est en train de vivre. Mais on peut maintenant le dire parce qu'on sait que ça a été écrit, on nous a préparé à ça. C'était mental, lourd, on nous a fait répéter des rituels. Mais maintenant, on sait, il faut le vivre, ça. Voilà. On ne peut plus faire autrement. Ah oui, c'est ça. De toute façon, maintenant, avec tout ce qui se passe actuellement, on y va. On y va vers cette lumière qui nous élève, de toute façon. Et si on bouche la source parce qu'on a trop peur, etc., ça va pas, on va à contre-courant. Et c'est parce que la lumière est de plus en plus intense, on va dire le feu qui essaie de nous réveiller est plus intense, on a l'impression, pour certains, ça fait beaucoup d'ombre. Donc pour certains, c'est plus terrible, il n'y a pas eu. Et en fait, pour d'autres, c'est magique. Merci infiniment pour ce partage. Merci beaucoup. Hein, si on pouvait se faire passer du pain à travers l'écran, ce serait bien. Peut-être Bah, que cette façon de faire arrivera un jour, hein, on ne sait pas avec tout ce qui avance. En tout cas, Jean-José, merci infiniment et merci pour tout ce que vous partagez au quotidien. bah, À tout bientôt, je l'espère. Un maximum de gens iront chez vous encore chercher ce bon pain. Merci beaucoup. avec joie. Merci. Merci.